Daniel Jolivet, vous avez entendu son nom au fil des années et surtout avant Noël. Il a été libéré après 33 ans de prison pour un quadruple meurtre pour lequel il clame son innocence. Et quand on refait l'historique du procès qui l'a mené en prison, M. Jolivet, on voit que la police, la couronne, il y a plusieurs décennies, avait caché de la preuve qui montrait, fort probablement, que M. Jolivet n'avait rien à se reprocher dans cette affaire-là. Il est en studio. J'ai reçu à plusieurs reprises son avocat Nicolas Saint-Jacques au fil des années. Daniel Jolivet, pour la première fois, est en studio avec nous. C'est un honneur de vous rencontrer. Bonjour. Merci beaucoup. Écoutez, vous m'avez dit, je veux pas que vous m'appeliez, je veux pas que tu m'appelles M. Jolivet, mais je vais vous appeler Daniel. Là, vous êtes sorti avant Noël. Le 19 décembre. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris de la vie hors de la prison? Beaucoup de choses ont changé. Il y a plusieurs nouveaux édifices. Puis il y a plusieurs personnes. En tout cas, c'est plus comme c'était là. Tu sais, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de personnes. Il y a plus de monde? Oui, il y a pas mal plus de monde, oui. De plusieurs nationalités. Avant, en tout cas, c'était pas comme ça, là, tu sais. C'est beau de voir ça, puis tout. Puis je dis bonjour à tout le monde. Puis il y en a qui répondent, il y en a qui répondent pas. C'est comme ça. Il y a plusieurs choses que vous avez ratées, tu sais, la révolution numérique, le téléphone. Mais quand vous étiez à l'intérieur des murs, qu'est-ce qui vous manquait le plus puis qui vous a fait le plus plaisir de redécouvrir? Ben, qu'est-ce qui me manquait le plus, c'était une femme, puis je ne l'ai pas redécouvert encore. Il faut vous donner le temps un peu, là. Oui, je sais, ça va prendre un peu de temps, mais en tout cas, à mon âge, de toute façon, là, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres projets dans la tête. Là, vous avez quel âge? J'ai 68 ans et 6 mois. C'est le 8 juillet, je vais avoir 69 ans. C'est drôle que vous dites 68 ans et 6 mois, parce que d'habitude, c'est les enfants qui disent j'ai 5 ans et demi, j'ai 7 ans et demi, puis vous la comptez la demi. Arrête de dire vous, s'il te plaît, pour commencer. D'accord. Puis 68 ans et demi, ouais, c'est parce que peut-être je suis redevenu un enfant, hein, tu sais. Ben, je reprends ma vie, où est-ce que, je sais pas où est-ce que je l'ai laissé, là, mais c'est nouveau, c'est tout du nouveau, là, tu sais, c'est comme que tantôt tu parlais, là, les téléphones puis tout, là, oui. J'ai de la misère avec ça, là, encore, là, les textos, puis je connais rien là-dedans. T'as un téléphone, là? Mais oui, j'en ai un. Mon avocat, puis il m'en a fourni un, puis tout, gratuitement aussi, puis j'ai pas de frais à payer. Sauf que là, j'ai fait une demande pour la pension de vieillesse, oui. Mais ça va prendre 4 à 6 mois avant que je puisse avoir un chèque pour avoir de l'aide. Mais il y a des personnes qui sont généreuses qui m'envoient des montants d'argent là, tout pour m'aider à repartir. Puis j'apprécie ça énormément. Daniel, je veux qu'on parle de cette générosité-là. Nicolas Saint-Jacques qui est à côté de toi, ton avocat, puis tu dis « mon avocat », mais c'est aussi ton ange gardien. Parce que, faut le dire, Nicolas Saint-Jacques et ses collègues là, chez Roy Saint-Jacques et Théolis là, et du projet Innocence Québec se sont donnés et Maître Saint-Jacques, lui, a décidé de te payer l'appartement pendant 1 an pour faciliter ta transition. Il y a plein de gens comme ça qui oui, il y en a plein. Comme les 2 premières avocates qui ont produit les premières demandes au groupe de révision des condamnations criminelles. Dominique Larochelle, aujourd'hui, est rendue juge. Puis Lida Sarah Nouret, qui est également rendue juge, qui est la conjointe à Maître Saint-Jacques. Eux autres, ils ont travaillé énormément fort. Là. Ça fait comme plus que 22 ans là, qui ont été dans mon dossier, puis que je les côtoie encore aujourd'hui. Puis ils m'appuient, puis ils m'aident dans ce que je fais. Là, tu es en mode rattrapage, j'imagine. 33 ans en prison. Oui. Dans ce que tu as perdu, dans ce que tu n'as pas vécu pendant 33 ans en prison, et que tu sais que tu ne pourras pas rattraper, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Wow! Ben, je peux pas répondre à ça. C'est trop compliqué. Il y a trop d'éléments, tu comprends? On a 15 minutes pour parler, là, puis ça me prendrait comme quelques heures pour t'expliquer tout ça. Mais au revoir la famille, au revoir les personnes, là, tu sais, ils sont plus là. J'ai plus mon père, j'ai plus ma mère, j'ai plus ma conjointe qui est décédée. C'est difficile, c'est vraiment difficile, cette partie-là. Mais je me réadapte avec les nouvelles personnes que je rencontre. Puis j'ai Nicolas,
Ben, Maître Saint-Jacques, moi, je l'appelle Nicolas, mais je l'appelle pas Maître Saint-Jacques, tu sais. Ça fait trop longtemps qu'on se connaît, là, tu sais. Moi, je vais l'appeler Maître Saint-Jacques, si tu permets, Daniel. Ouais, Maître tu peux. Saint-Jacques, la cause en est où? Parce que là, Daniel a été libéré. Il y a, je veux dire, beaucoup de faits troublants dans cette cause-là. Là, puis on ne va pas tout refaire, ça a été dit. Là, mais disons que la police, la couronne sont soupçonnés d'avoir caché de la preuve qui aurait montré qu'il n'était pas sur les lieux où le quadruple meurtre a été commis. Est-ce qu'il est innocent maintenant? Non. Aux yeux de la loi. C'est ça. Au présentement, on est toujours, on a une demande devant le ministre de la Justice. Par contre, on a franchi l'étape préliminaire qu'on appelle, et là, on est au stade de l'enquête. Donc, présentement, le dossier est sous étude. Éventuellement, on va recevoir un rapport d'enquête qu'on va pouvoir commenter. Et le ministre de la Justice va prendre une décision finale, à savoir est-ce qu'il va y avoir un nouveau procès ou un renvoi à la Cour d'appel. Par contre, ce qu'on a dans ce dossier-ci, ce qu'on n'a pas généralement, c'est qu'on a une position du DPCP sur les omissions de divulgation de preuves. Donc, la couronne admet. Oui, exactement. Admet qu'il y a eu des enjeux de divulgation, des éléments qui n'ont pas été divulgués, qui auraient pu avoir un impact sur le procès de M. Jolivet, sur sa décision, entre autres, de témoigner ou non. Donc, on a déjà quand même une idée de la position de la couronne. Et là, on va gratter davantage dans le dossier. Il y a un examen qui va se faire de manière plus approfondie, mais éventuellement, on va avoir encore à commenter, tant nous que le DPCP. Et là, le ministre va prendre sa décision. S'il est officiellement innocenté, Daniel Jolivet, est-ce qu'il va avoir droit à une forme de compensation pour l'injustice qui aura été prouvée? Ça, c'est une bonne question. C'est une question qui, présentement, on n'a pas discuté, M. Jolivet et moi, parce qu'on n'est pas là, encore dans le processus. Okay. On est en processus de réapprentissage, de réintégration. Mais pour répondre à la question de façon plus générale, il y a des programmes d'indemnisation qui existent. Par contre, il faut démontrer une innocence factuelle. Donc, il faut être en mesure de démontrer, par exemple, que vous étiez au Brésil au moment où le crime a été commis. Ce qui est généralement pas vraiment possible de faire. C'est très, très rare qu'on ait des situations comme ça. Alors, dans les autres cas où il y a eu des problèmes de divulgation, on n'a pas été capable de faire un procès de manière équitable, il faut lancer une poursuite civile contre le procureur général. C'est la façon, généralement, qui va être adoptée. OK. Daniel, je reviens à toi. Je voyais les histoires avant Noël. Tu es libéré de prison, moment très émotif. Maître Saint-Jacques est venu parler en ton nom ici aux auditeurs. La première nuit que tu as passée hors de la prison, peux-tu me la raconter? J'ai dormi dans un grand lit double. Ça faisait 33 ans que je dormais dans un petit lit, là, 6 pieds de long par 30 pouces de large, sur un petit matelas de 4 pouces, là, mais j'y écrasais sur un lit de métal. Puis j'ai dormi dans un matelas là, un matelas, là, comment on appelle ça, là, contour ou je ne sais pas quoi, là? Non, de la mousse mémoire. Oui, c'était en plein ça. C'était en plein ça. C'était confortable? Ben, confortable. J'ai très bien dormi cette première nuit-là. Oui, c'était le fun. Puis c'était dans un nouvel appartement. C'était pas mal plus grand que 7 pieds par 11 pieds. J'ai un beau petit toit et demi, puis je peux dire que c'est chez moi, tu sais. Mais la première nuit, est-ce qu'il y avait quelque chose d'angoissant? Pas en tout. Non? Non. La vie continue. Je m'adapte vite à, tu sais, comme au pénitencier, là, vivre là pendant 33 ans, là, il faut que tu sois capable de, tu sais, de voir venir les coups, puis faire en sorte de ne pas t'embarquer dans certaines choses, là, tu sais. Puis ça a été quoi ton premier repas que tu as choisi? Ben, je l'avais déjà choisi, ça fait des années. Puis c'était des cigares au chou que ma mère, elle faisait, mais là, c'est pas ma mère qui les a faites, c'est la mère à mon ex-avocate, Lida Saranouret, puis il était vraiment bon. J'ai mangé ça chez Nicolas. C'était le premier soir-là avec toute la famille, Dominique, puis Charles-Antoine Dany, qui a également signé comme cautionneur avec Jacinthe Langteau pour que je puisse sortir. Des vraiment bonnes personnes. Là, tu vois, là, faut pas que tu y ailles là parce que ça ne me tente pas de devenir émotif ça le matin. Mais c'est ça qui est ça pareil. Des vraiment bonnes personnes. J'ai jamais vu ça, tu sais. Je suis vraiment bien entouré. Ça, je te dis. Bon, ouais, regarde, tu vois-tu qu'est-ce que tu me fais, là? C'est oui, ça. Tu es en train de devenir émotif, mais je veux pas te faire pleurer. Oui, trop tard, gars. Oui, c'est ça. Ouais. Je suis vraiment bien entouré, je te dis. Daniel, quand tu te promènes, puis tu dois te pincer des fois en te disant « je suis un homme libre », oui. Je veux dire, qu'est-ce qui t'émerveille le plus? Merci. Oui, Valérie vient de te donner des mouchoirs. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'émerveille le plus?
Bien, de voir, sais-tu, au pénitencier, là, il y a des femmes gardiennes puis tout, mais ils sont habillés en agents correctionnels. Puis de voir dehors des femmes puis des petits-enfants aussi, ça... De voir des gens qui sont pas dans un contexte carcéral, c'est ça? Ça te touche. Ça t'émerveille. Oui. C'est quoi? Je vais poser une question à Nicolas. Reprends ton souffle. Nicolas, pourquoi vous avez, Maître Saint-Jean, plongé là-dedans? Parce que vous avez une pratique, vous n'êtes pas obligé, vous êtes dans le projet Innocence, vous avez plein de clients et vous vous êtes pris d'affection pour Daniel Jolivet et son sort. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé, OK, on plonge là-dedans, ça va durer des années, mais il faut que je le fasse? Bien, au départ, c'est pas moi qui ai pris la décision de me lancer dans le dossier de Daniel, c'était ma conjointe. Alors, elle avait parti du projet Innocence Québec en 2002 lorsqu'elle était étudiante. Puis Daniel, c'était l'un des premiers clients du projet Innocence. Moi, je suis arrivé en 2008, donc je suis arrivé un petit peu plus tard. Et on a regardé les éléments de preuve et il y avait beaucoup de drapeaux rouges dans le dossier de Daniel. Puis Daniel a maintenu la même version depuis le jour 1. Dès qu'on l'a rencontré, il nous a expliqué ce qui s'était passé. Et tout ce qu'on trouvait de nouveaux éléments de preuve dans le dossier confirmait ce que lui nous dit depuis le début. Donc, malgré tous les échecs qu'on a eus dans le dossier pendant plus de 20 ans, tout ce qu'on découvrait confirmait tout. Et ça fait en sorte que tu y crois davantage et tu te dis, bien, l'injustice, à chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, est grandissante à chaque fois. Oui. Et ça te motive. Malgré toutes les portes qui se ferment devant toi, tu te dis, non, c'est pas vrai. Ce monsieur-là est innocent, je vais continuer, puis je vais l'aider, puis on va réussir. Puis on s'est souvent parlé, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on va faire? Des fois, là, on a été découragés dans le dossier, mais il y a toujours une lueur d'espoir. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est quand on fait un dossier comme celui-là, on compte pas nos heures, on compte pas notre temps. Il faut y croire, puis on y croit à M. Jolivet. À Daniel, je l'appelle M. Jolivet parce que je suis en onde, là, mais on y croit à Daniel, puis on y croit qu'il est innocent, puis on va l'aider jusqu'au bout. Ça te fait quoi d'entendre ça, Daniel? Ben, ça me fait plaisir, puis je suis bien content. Puis effectivement, tout ce qu'il a dit là, c'est ce qui s'est passé depuis le début. J'ai jamais arrêté, moi. Depuis le premier jour où je dis « Je suis innocent, pourquoi vous m'arrêtez? C'est quoi l'affaire? » Puis tout. Mais, tu sais, j'avais déjà un dossier carcéral avant. Ça n'a pas été dur, eux autres, là, c'est. À la police, OK, c'est toi. Ils voulaient fermer le dossier. Mais je voudrais juste rectifier une chose, c'est que après la décision de la Cour suprême, quand ils ont annulé la décision de la Cour d'appel qui avait ordonné un nouveau procès, parce qu'eux autres, même déjà, ils trouvaient qu'il y avait quoi qui ne marchait pas. Il y a eu un film, puis c'était sur le boxeur Ruben Hurricane Carter, Oui. puis il avait été aidé par un programme qu'il y avait là, à Toronto, là, ça s'appelait AIDWIC, Association in Defense of the Wrongly Convicted. Puis je leur ai écrit eux autres, puis j'ai demandé qu'ils m'aident, mais eux autres, ils parlent anglais, mais on trouvait un avocat qui parlait le franglish, on va dire, là, tu sais, Oui. le français de Radio-Canada, comme qu'ils m'ont dit, justement. OK. Puis il a étudié le dossier, il a fait un rapport, puis là, il disait que ça prenait un avocat ou une avocate au Québec pour produire une demande au ministre de la Justice, en vertu de l'article du Code criminel 196.1. Puis là, c'est initialement Maître Dominique Larochelle, qui travaillait avec l'aide juridique de Montréal, qui a pris le dossier. Puis quand il avait commencé le dossier, c'est là, après ça, Lida, elle a embarqué et tout. Puis elle n'était même pas encore avocate, elle était étudiante à l'université, puis elle a sauté dans mon... Dans ton dossier. OK. Je veux pas te refaire pleurer, Daniel, mais j'ai une autre question pour toi. OK? T'aurais pu, devant la commission des libérations conditionnelles, si tu avais admis le crime, le quadruple meurtre, pour lequel tu as été, selon toute vraisemblance, faussement accusé. Merci. Si tu avais admis ça, tu serais sorti de prison. Bien, il y aurait eu des possibilités, oui, mais eux autres, ils disaient que c'est à cause de ma conduite à l'intérieur des murs, tu sais. Moi, j'étais un rébarbatif, là, tu sais. Je viens d'un milieu, tu sais, il fallait que je me débrouille déjà, moi, là, depuis que j'ai 12 ans, 13 ans, là. Mais ce que je veux dire, c'est, devant la commission des libérations conditionnelles,
même si ça t'aurait aidé à sortir plus tôt, tu as toujours refusé de dire « OK, je l'ai fait ». Bien, c'est sûr, voyons donc, je suis innocent, je ne vais pas aller dire que je suis coupable. Puis il y en a qui me disaient, mais pourquoi tu dis pas, dis-toi que tu es coupable, puis tout. J'ai dit, ben toi, dis-le que tu es coupable, tu sais, je veux dire, t'as qu'à dire que c'est toi. Mais tu serais sorti plus tôt si tu avais dit ça. Certainement, ça fait plusieurs années même, tu sais, peut-être qu'après 15 ans, j'aurais pu faire une demande, parce que dans ce temps-là, ça existait encore. Après 15 ans, tu peux demander une demande de révision. Il y en a qui l'ont faite, tu sais. Puis là, mais moi, je disais non, tout le temps. As-tu un message pour les policiers et les procureurs qui, des fois, peuvent être guidés par une certitude que quelqu'un est coupable? Ben là, je ne vais pas leur dire leur travail, quoi faire et tout. Là. Déjà, ça continue, ça. Je ne suis pas le premier, là. Puis je te le dis, là, je ne serai pas le dernier non plus, là. OK? C'est sûr et certain. Comment que je leur dirais, faites votre travail comme il faut. Ben, gars, oublie ça. C'est pas moi qui vais leur dire quoi faire. Je suis désolé. Nicolas Saint-Jacques, est-ce que ce genre d'erreur-là, ça appartient au passé, puis la justice s'est améliorée ou ça peut encore arriver? La justice s'est améliorée, mais ça peut encore arriver. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Il faut que tout le monde qui travaille dans le système de justice doivent exercer leur profession de leur meilleur, du meilleur qu'ils le peuvent. Ils doivent respecter les obligations constitutionnelles. On a des obligations comme le droit à la divulgation de la preuve. C'est important, on en parle souvent de manière abstraite, mais quand on a un cas comme M. Jolivet, bien, ça nous rappelle que si on ne travaille pas de manière assez parfaite, je dirais, ces cas-là peuvent arriver. Et ce qu'on veut éviter, c'est qu'ils arrivent à nouveau. Alors, le message que je pense que Daniel voulait communiquer là, à travers son explication, c'est faites attention, soyez vigilants, travaillez bien, puis il va y en avoir moins de dossiers comme le mien. Ça, c'est sûr. Puis aussi, j'ai eu l'aide de M. Pierre Belland. On a écrit un livre ensemble qui s'appelle « Le 12e juré », disponible sur Amazon et dans toutes les bonnes librairies. Parce qu'à mon procès, là, j'avais 12 jurés, mais à un moment donné, il y a une des jurés qui a accepté d'aller à la cabane à sucre avec les policiers, un des policiers qui témoignait dans le procès. Tu sais, allô? Je sais pas. Fait que là, ils l'ont libéré. Je me suis retrouvé avec 11 jurés. C'est pour ça, les personnes qui lisent le livre « Le 12e juré », disponible chez Amazon et dans toutes les bonnes librairies, je dois le répéter, devient le 12e juré que j'ai pas eu, puis il rend son verdict après avoir lu le livre. C'est ça que je voulais dire. Daniel. Puis, je veux remercier toutes les personnes. Qui m'ont appuyé, puis qui m'appuient encore aujourd'hui. Puis les auditeurs aussi, là, qui sont de mon bord. Je les remercie énormément. Puis deux personnes même que je veux remercier au DPCP, c'est le directeur Patrick Michel, à qui Pierre Belland avait écrit une lettre. Puis à la suite de ça, moi aussi, j'ai envoyé plusieurs lettres. Il doit m'avoir trouvé bien fatigant. Puis là, après ça, je suis pas reposant, moi, quand je commence, là, je te dis. Non, ceux-là à qui ont affaire à moi, ils savent très bien. Hein? Puis aussi, Maître Julie Drolet, qui a pris sa retraite aujourd'hui. C'est à l'écoute. Je vous remercie, Maître Drolet. Oui, Julie, parce qu'elle est peu avocate, là, je peux me permettre de l'appeler Julie. Daniel, me permets de t'appeler Daniel parce que tu m'as donné la permission. Oui. Je te souhaite une belle vie. Merci. T'es bien entouré. Ah oui, très bien. Puis merci beaucoup d'être venu parler aux auditeurs. Ça me fait plaisir, Patrick. Puis encore une fois, bonne fête. Puis les auditeurs qui ne savent pas qu'aujourd'hui c'est ta fête, puis que tu as eu 42 ans. T'es trop généreux. Daniel Jolivet, merci beaucoup. Nicolas Saint-Jacques, avocat. Un des nombreux avocats de Daniel Jolivet. Bonne chance pour la suite. Merci d'être venu nous parler encore une fois. Merci.